Bienvenue dans cette formation gratuite, formation stratégique e-commerce orientée Google Ads, mais une formation stratégique avant tout. C'est une manière pour moi de prendre à contre-pied et de me différencier des autres vidéos, des autres formations Google Ads que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. Dans la plupart des cas, c'est des formations qui vont être très génériques, première part, et d'autre part, c'est des formations aussi qui vont être très très produits, qui auront, alors bien sûr, c'est très bien ce type de formation, parce qu'elles peuvent vous permettre d'avoir des délivrables très spécifiques, monter votre première campagne, savoir comment faire vos premières optimisations. Moi, l'idée dans cette formation-là, c'est d'être différent, et c'est un test aussi que je fais. N'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que ce format est super. Et si vous trouvez qu'il est mauvais aussi, faites-moi des retours, il n'y a pas de souci. Donc, globalement, on va parler de stratégie pour le e-commerce et on va parler de Google Ads dans un contexte stratégique pour le e-commerce. Déjà, premier point, comme vous le savez, on a un nouveau concept de formation pour 2024 et au-delà, c'est-à-dire que tous nos cursus sont pensés de manière globale, en intégralité. Et ensuite, une fois qu'on a cette intégralité, on saucissonne, on découpe pour avoir des formations qui soient à la fois très spécifiques et qui s'intègrent dans la globalité. C'est vraiment 2024, je dirais que c'est l'année pour nous. Ça fait 3 ans qu'on fait de la formation aujourd'hui. 2024, c'est vraiment l'année où on a quelque chose qui est extrêmement abouti et on arrive à la qualité la meilleure, d'après moi, qu'on puisse délivrer. Donc, la formation gratuite e-commerce s'inscrit ici, inspiration stratégique et vue d'ensemble de ce que Google peut faire pour vous en e-commerce. Et comme vous le voyez, on est plutôt sur une formation théorique mais stratégique. Et on va avoir ensuite d'autres formations qui seront plutôt produits et pratiques. Et après, quand on monte vraiment dans les niveaux les plus avancés, on a les formations vraiment de méthodes très spécifiques. Avec le fleuron chez nous, le fer de lance, ça a toujours été le tremplin. Donc elle reste toujours dans ce nouveau concept de formation, mais ça s'est beaucoup étoffé. L'objectif pour nous, c'est notamment avec ces formations de premier niveau, de pouvoir adresser une cible qu'on n'a jamais vraiment adressée avant, c'est-à-dire les annonceurs directement. C'est-à-dire vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable du marketing digital dans une entreprise, et vous cherchez une formation qui soit très opérationnelle, très pratique et très spécifique à votre secteur, que vous soyez dans le domaine de la génération de prospects, que vous soyez dans le domaine de l'e-commerce ou que vous soyez une entreprise locale. Avant, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas proposé chez nous. On avait un positionnement qui était très orienté consultant, et puis on forme les professionnels, en fait. C'est vrai que c'est le positionnement qu'on a toujours eu, c'est ce qu'on a toujours proposé. Alors évidemment, dans notre nouveau concept de formation 2024, cette cible-là reste la cible prioritaire. Nous sommes une usine à fabriquer les professionnels de demain, et c'est assumé, et c'est clairement le positionnement qu'on a et qu'on veut conserver. Mais par contre, c'est dommage de se couper d'une partie du marché, c'est-à-dire toutes les personnes qui voudraient se former pour leur entreprise, pour le faire à leur niveau, sans vouloir en faire un métier, sans vouloir tout savoir, tout connaître, être un vrai professionnel de la solution. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible grâce à nos formations de premier niveau, en sachant qu'on a quand même une formation de premier niveau pour les consultants qui va rassembler celle-là, celle-là et celle-là. Donc si vous prenez la formation socle de premier niveau pour les consultants, qui va sortir d'ici la fin du mois de novembre 2023, je communiquerai largement là-dessus très prochainement, cette formation socle de premier niveau pour consultant sera la somme de ces 3 formations-là. D'accord ? Ce qui fait que quand on est consultant, vous aurez quand même une formation produit et pratique, à la fois sur l'aspect lead gen, sur l'aspect e-commerce et sur l'aspect entreprise locale, qui va correspondre globalement aux 3 cibles de clientèle que vous pourriez chercher à atteindre quand vous êtes consultant. Voilà, dans les grandes lignes, comment se situe cette formation dans le cursus global. Et puis, je vous parlerai peut-être un tout petit peu plus tard sur la fin de cette formation de l'incubateur qui permet aux personnes qui ont rejoint nos formations spécifiques de méthode, nos formations avancées, et notamment l'accélérateur, de pouvoir travailler en tandem avec nous, des clients, et de pouvoir aussi rentrer dans un programme fermé, très premium d'apport d'affaires pour lesquels donc on vous transmet des affaires et pour lesquels vous travaillez pour des clients sur la base desquels nous on vous a recommandé parce qu'on a certifié que vous étiez des personnes qui sont en capacité, qui sont compétentes, qui sont à jour, qui sont formées et qui sont professionnelles pour être capables d'être recommandées par nos soins et pouvoir vous proposer des clients. Donc, objectif de cette formation, là encore, on est dans le nouveau concept de formation 2024. Chaque formation a un objectif, chaque formation a des compétences spécifiques qui sont visées. Donc, les objectifs de cette formation, c'est vous convaincre que la publicité Google est un incontournable pour développer votre e-commerce,
vous donner une vision stratégique de comment utiliser Google Ads comme un professionnel de la gestion de campagne le ferait dans un contexte de e-commerce. On est là dans une formation gratuite spécifique au e-commerce. Vous inspirer aussi sur la manière d'améliorer votre boutique en ligne avec un outil d'analytics et le tracking de l'activité des utilisateurs au sens large. Donc les compétences après cette formation, vous saurez quelles campagnes Google Ads lancer en e-commerce, vous saurez quelles optimisations mettre en place une fois que vos campagnes sont lancées, et vous comprendrez aussi l'intérêt de Google Analytics 4 et de manière générale d'un outil d'analytics pour le e-commerce, pour optimiser votre boutique et la faire progresser en termes de taux de conversion. Donc c'est parti, passons également au plan de la formation. Donc dans une première partie, on va voir comment choisir la bonne plateforme d'acquisition pour démarrer et pourquoi, de manière générale, moi je préfère démarrer systématiquement par Google Ads. Ça ne veut pas dire que c'est la seule méthode, mais je vais vous démontrer pourquoi, à mon avis, c'est la meilleure pour commencer. Et c'est pas un hasard non plus si 90 ou 95% des e-commerçants démarrent sur Google Ads avant d'aller chercher à grossir par l'intermédiaire d'autres plateformes. Dans la partie 2, on verra comment définir vos objectifs sur Google Ads dans un contexte de e-commerce. Dans la partie 3, on verra comment définir votre budget et vos enchères. Dans la partie 4, on verra comment choisir les bonnes campagnes pour démarrer. Ensuite, on verra comment mesurer les bonnes conversions, comment optimiser vos campagnes, comment optimiser les pages clés de votre boutique. Et dans la dernière partie, la partie 8, on verra comment aller plus loin. Ce sera aussi l'occasion pour moi d'expliquer peut-être un petit peu plus en détail ce que vous allez obtenir dans les formations d'après. Donc c'est parti, commençons avec la partie 1, choisir la bonne plateforme pour commencer l'acquisition payante. Vous lancez une activité de e-commerce, votre site accueille ses premiers visiteurs grâce généralement au référencement naturel, en tout cas sur votre nom, grâce à quelques annuaires sur lesquels vous êtes inscrit, peut-être vos premières communications sur les réseaux sociaux, à votre réseau plus ou moins proche, à la petite liste d'emails que vous avez peut-être déjà collectée si vous avez préparé le lancement de votre activité. Problème, vous n'allez pas vivre si vous vous limitez à ça. Il est donc temps de commencer l'acquisition payante pour scaler les ventes et donc vos revenus. Notez que la suite du contenu vous intéressera même si vous avez déjà votre activité e-commerce depuis quelques temps. Effectivement, ce n'est pas une formation qui est réservée aux gens qui vont démarrer ou qui démarrent seulement leur e-commerce. Vous allez sans doute apprendre pas mal de choses, même si votre boutique tourne déjà depuis un moment, mais vous sentez que vous plafonnez, vous sentez que vous n'arrivez pas à développer votre activité comme vous voudrez. Ce que vous allez obtenir dans cette formation va très très probablement vous aider. Donc ne décrochez pas, restez avec moi. Donc la première question qui va se poser, ça va être quelle plateforme choisir. Donc effectivement, aujourd'hui les plateformes publicitaires, c'est pas ce qui manque et on peut commencer à faire de la publicité sur Google, sur Amazon, sur Pinterest, sur Meta, sur TikTok, sur Twitter. De manière générale, on va plutôt commencer par Google Ads, mais je vais vous expliquer pourquoi. On pourrait se dire qu'Amazon, c'est l'endroit idéal pour commencer. En effet, Amazon, c'est the place to be lorsqu'il s'agit de vendre en ligne. C'est le numéro 1 du e-commerce au monde. Il est présent dans la plupart des pays. Il est quasiment toujours consulté, quel que soit l'article à acheter. Effectivement, j'ai pas la stat exacte en tête, mais je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir dire que Amazon est considéré dans la plupart, voire la grande majorité des décisions d'achat. Même si vous avez un produit que vous avez détecté sur un site, je pense que par principe, c'est au moins 8 personnes sur 10 qui vont aller voir sur Amazon si le produit il est en vente, ne serait-ce que pour comparer le prix. Et il y a même de fortes chances que si le produit est en vente sur Amazon au même prix, et même s'il est 5% plus cher, potentiellement les gens pourraient avoir envie de l'acheter sur Amazon parce qu'on sait que l'expérience d'achat sur Amazon, elle est facile, elle se passe quasiment toujours bien, il n'y a jamais de problème pour les retours. On n'a quasiment jamais à payer les retours. Donc il y a tout un truc, il y a toute une expérience Amazon qui est tellement forte que effectivement c'est vraiment the place to be et que effectivement on peut se poser légitimement la question de savoir si Amazon n'est pas l'endroit par lequel on devrait commencer. Un autre point fort de cette plateforme, c'est que les utilisateurs qui s'y rendent ont généralement une forte intention d'achat. En général, on va sur Amazon pas pour enfiler des perles, clairement, on y va pour acheter et on le sait. Et puis, tout est mis en œuvre pour vendre le plus possible avec succès. Donc là, c'est un peu ce que j'expliquais avant. Vraiment, l'expérience d'achat Amazon en tant qu'acheteur,
indépendamment de tout ce qu'on peut avoir comme jugement, bons ou mauvais, etc. On n'est pas là pour dire si Amazon c'est bien ou pas, mais on peut constater quand même que l'expérience d'achat sur Amazon, c'est un truc de fou. Alors, est-ce que du coup, ce serait pas un bon point de départ? D'après moi, non. Amazon devrait être considéré comme un moyen de scale une fois qu'on a réussi à percer avec notre propre site web. On peut aussi le voir comme un canal de vente additionnel. On peut aussi le voir comme un moyen facile de commencer à vendre à l'international. Mais pour démarrer, ça ne me semble pas être le meilleur choix. Alors, il y a quand même beaucoup de choses là dans ce paragraphe-là. J'aimerais revenir dessus vite fait. On peut considérer Amazon comme un moyen de scale une fois qu'on a réussi à percer avec notre propre site web. Alors effectivement, ça c'est des stratégies qui sont gagnantes, sur lesquelles nous-mêmes on a déjà accompagné des e-commerçants à dire ok, on va prendre une partie de ton catalogue, on sait que ça cartonne, et on va aller l'amplifier sur Amazon, et on va le faire intelligemment pour que tu puisses quand même avoir du reach supplémentaire, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a toute une partie d'acheteurs Amazon qui n'iront jamais acheter en dehors d'Amazon. Et donc pour aller toucher ces personnes-là avec vos produits, si tant est que vos produits ne soient pas forcément en vente sur Amazon à l'heure actuelle, alors là, c'est un super moyen d'aller vendre davantage par l'intermédiaire d'Amazon. C'est ça que je voulais dire en allant comme moyen de scale une fois qu'on a réussi à percer avec votre propre site web. Après, un canal de vente additionnel, alors effectivement, à un moment donné, admettons qu'on arrive à diffuser, on fait de la publicité, ça marche super bien. À un moment donné, vous allez plafonner, c'est inévitable. Dans la vie de toute entreprise, on va avoir des marches et des plafonds. Et inévitablement, à un moment donné, quand on veut vendre davantage, il va falloir aller trouver des nouveaux canaux de vente additionnels. Donc effectivement, Amazon, dans ce contexte-là, il est super aussi. Si tant est, encore une fois, que vos produits ne soient pas vendus et extrêmement bataillés là-bas, là, on est sur un canal de vente qui peut être vraiment additionnel et intéressant. Et puis, un dernier point, c'est on peut aussi le voir comme un moyen facile de vendre à l'international, parce qu'effectivement, Amazon est présent dans la plupart des pays, et pour tester de vendre sur un marché qui n'est pas le vôtre, dans un premier temps, ça peut effectivement être intéressant de lancer quelques cannes à pêche sur Amazon à l'étranger, de voir comment ça réagit, de voir en quoi c'est différent de ce qu'on observe sur notre marché local, de prendre quelques apprentissages et ensuite de pouvoir se lancer directement avec notre site web ou une version du site étrangère pour aller chercher et partir à l'assaut de l'international. Donc, pourquoi, d'après moi, pour démarrer, Amazon Ads n'est pas le meilleur choix? Ça implique pas mal de choses. Déjà, il faut savoir que quand vous vendez sur Amazon, vous n'avez pas le client en direct. Les clients Amazon sont des clients Amazon. Vous n'obtenez pas les coordonnées des acheteurs et vous ne pouvez pas mettre en place de stratégie visant à fidéliser et à réengager ces acheteurs. Un gros problème quand on sait que la rentabilité en e-commerce passe par la fidélisation et la recommande. Alors effectivement, ça c'est des choses, vous m'avez sans doute déjà entendu les rabâcher depuis des années, mais je le rabâche encore une fois volontiers. En e-commerce, la rentabilité, elle ne se fait pas à la première vente. Vous pouvez être rentable à la première vente et c'est génial, tant mieux pour vous. Mais dans la plupart des cas, on n'est pas vraiment rentable sur la première commande. On va être rentable quand le client en fait plusieurs. Il faut qu'en moyenne, il y ait au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 commandes derrière. Et là, vraiment, on devient hyper rentable. Donc attention, dans un contexte Amazon, puisqu'on n'a pas les outils pour pouvoir réengager, fidéliser nos clients qui viennent d'Amazon, bah du coup, c'est quand même très problématique. Parce que entre ce que vous coûte Amazon, sans faire de pub, plus le coût de la publicité, bah finalement, votre marge, elle est d'autant réduite. Et donc, c'est très difficile d'être rentable sur la première commande. Et encore plus si derrière, vous n'avez rien pour pouvoir réengager ces acheteurs-là. Un deuxième point, c'est que c'est laisser une bonne part de marge à Amazon, rien que pour vendre sur la plateforme, donc c'est un peu ce que je vous expliquais. Si en plus vous faites de la pub, vous perdez énormément de marge au final. Or, la marge est importante pour financer la croissance. Donc effectivement, si vous êtes dans un contexte où vous démarrez ou alors vous devez financer une croissance à l'international, c'est vraiment votre marge, dans la plupart des cas, qui va vous permettre de financer ça. De manière générale, on dit que si vous voulez vraiment bien financer votre croissance, il vous faudrait un bénéfice d'à peu près 15% après impôt net pour pouvoir justement avoir les moyens de financer la croissance si vous faites le choix de financer par vous-même. Après, si vous voulez faire rentrer des investisseurs dans votre boîte ou faire des crédits, ça c'est votre problème. Mais si vous voulez financer en autofinancement, ce qui est quand même la chose la plus saine de manière générale, je ne dis pas que c'est la plus rapide. Effectivement, quand on veut grossir rapidement, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais
si on veut quelque chose de sain et de maîtrisé à 100%, c'est la marge qui va vous permettre de financer votre croissance. Or, si vous allez sur Amazon et que vous laissez 30-40% de votre marge, ça va être déjà compliqué de pouvoir vous autofinancer davantage par la suite. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que c'est une plateforme où la guerre des prix est féroce. Difficile de vous différencier avec du service et d'avoir une stratégie de prix autre que être le moins cher. Amazon, c'est quand même beaucoup ça. Un autre point, c'est que c'est une plateforme sur laquelle ça va être très difficile de promouvoir votre marque. Or, une marque forte permet notamment de vendre plus cher et ou de créer une communauté. Et puis une fois qu'on a créé une communauté, bien souvent, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de vendre plus cher et de vendre plus. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas la possibilité de promouvoir votre marque sur Amazon, parce que sur Amazon, vous êtes Amazon, et vous êtes un vendeur Amazon, d'ailleurs, hein, c'est clairement le vocabulaire, on dit qu'on est un vendeur Amazon. C'est pas pour rien, vous n'êtes pas un vendeur de votre marque, vous êtes un vendeur Amazon. Et puis, sur les meilleures ventes, tenez bien compte du fait que Amazon a vite fait de créer son propre produit. Alors, Amazon a lancé il y a quelques années sa marque Amazon Basics. Et en fait, ils vont analyser les meilleures ventes, ils vont analyser les produits qu'ils pourraient créer eux-mêmes et estampiller Amazon. Et ensuite, derrière, ils dégagent tous les vendeurs et ils vendent leurs produits à eux. Alors, ils ne vont pas vous virer au sens propre en disant bah voilà on a un produit équivalent, maintenant vous dégagez, mais quand ils arrivent avec un produit qui est similaire au vôtre et qui vendent ça 20-30% moins cher pour vous tuer et vous faire partir, bah quelque part vous êtes son laboratoire de recherche et ils financent la R&D sur vous, c'est vous qui payez la R&D d'Amazon. Donc pour ces raisons-là, j'aurais tendance à vraiment déconseiller de démarrer sur Amazon et en tout cas de savoir quand il faut aller dessus et quand c'est pas encore une bonne idée. Alors parlons maintenant de Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram. On pourrait se dire que Meta est l'endroit idéal pour commencer. Alors en effet, Meta possède Facebook et Instagram, les deux plus grands réseaux sociaux du monde. C'est quasiment 3 milliards d'utilisateurs tous les mois actifs dans le monde. C'est présent dans la plupart des pays. C'est des utilisateurs qui vont passer en moyenne plus que 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux de Meta. On a une offre publicitaire qui est énorme et qui est vraiment très mature, et notamment pour le e-commerce. Alors du coup, est-ce que ce ne serait pas un bon point de départ ? D'après moi, non, encore une fois. Meta est par contre un excellent second choix. Je favorise Google Ads à Meta pour la simple et bonne raison que les audiences sur Meta n'ont pas d'intention d'achat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller cibler des personnes qui peuvent correspondre à un profil que vous savez être un bon profil pour vous, mais derrière, ces personnes, elles n'ont jamais demandé à acheter quoi que ce soit. D'accord ? Contrairement à Google Ads, où vous allez vous mettre sous les yeux de personnes qui recherchent activement vos produits. Elles recherchent sur Google vos produits. Donc, il y a une intention d'achat qui est clairement là et qui est extrêmement forte. Alors, Meta Ads coûte moins cher que Google Ads de manière générale, mais vous payez pour toucher des personnes qui n'ont a priori pas besoin de vous. Vous allez donc devoir toucher beaucoup plus de personnes pour trouver un acheteur potentiel, alors que sur Google, notamment le search, c'est-à-dire la publicité dans le moteur de recherche, et Google Shopping, vous vous mettez sous les yeux de personnes qui ont la carte bancaire dans la main, à quelque chose près. Par conséquent, c'est plus cher, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. De manière générale, ma vision, c'est de favoriser en tout premier une audience chaude. Donc une audience chaude, c'est quoi ? C'est une audience qui a une intention. Face à une audience chaude, ça devient facile d'engranger vos premières ventes et surtout de tester le marché avec votre offre. Si, face à des personnes qui veulent acheter, vos résultats sont médiocres, alors autant vous dire que vous n'arriverez pas à convaincre des personnes qui ne sont pas motivées à acheter. Dans ma vision, on teste et on améliore son offre, son site, son marketing sur une audience chaude avant d'aller sur une audience froide. Donc on va d'abord aller sur Google pour le côté intention. On va évaluer, étalonner notre offre, notre site web, notre boutique, nos produits, notre pricing, notre proposition de valeur. On va l'étalonner face à des gens qui ont envie d'acheter ce qu'on propose. Et si on a des bons résultats, alors ensuite, dans une deuxième phase, ça devient logique et cohérent de pouvoir aller chercher des gens qui n'ont pas d'intention d'achat, qui sont plutôt froids, mais on sait qu'on a une offre qui est canon, on a un truc qui marche, et donc on a nos chances, même sur une audience plus froide, de pouvoir aller vendre. Ensuite, parlons de Pinterest. Pinterest Ads. Alors on pourrait se dire que Pinterest est l'endroit idéal pour commencer. En effet, Pinterest est un moteur de recherche, donc il y a de l'intention, et la publicité sur Pinterest est globalement moins chère que Google Ads, notamment en termes de coût par clic. Ses utilisateurs sont à 80% des femmes. Alors, sans sexisme ni préjugés,
mine de rien, ça reste quand même souvent dans notre société les femmes qui vont acheter, notamment pour le ménage. C'est souvent le cas. Ça change de plus en plus, donc c'est pas une vérité absolue. Attention, ne me traitez pas de sexiste ou je sais pas quoi, mais le fait est que dans les stats et dans les chiffres, on constate quand même que, de manière générale, ça va être plus souvent les femmes qui vont acheter, et il se trouve que Pinterest, 80% de ses utilisateurs sont des femmes. Ensuite, il va être présent aussi, comme Meta et comme Amazon, dans de nombreux pays. Alors, moins quand même, il est moins mondial que les prédécesseurs qu'on a discutés précédemment, mais il est quand même présent dans de nombreux pays. L'engagement des utilisateurs est élevé, c'est vrai que ça c'est une des grandes forces de Pinterest. En 2023, 93% ont utilisé la plateforme pour planifier des achats et 87% des répondants affirment avoir acheté quelque chose en raison de Pinterest. Donc c'est effectivement un moteur d'inspiration et on est sur un moteur d'inspiration qui génère des achats. Ça c'est quand même très intéressant. L'offre publicitaire, elle a mis quand même un moment, mais aujourd'hui elle est vraiment mature et elle est très orientée e-commerce parce que évidemment on est quand même sur un moteur d'inspiration e-commerce, j'ai envie de dire, sur Pinterest. Alors est-ce que c'est une bonne idée de commencer avec Pinterest ? Ça pourrait, très sincèrement, ça pourrait être une bonne idée, notamment si vous avez peu de budget et que les coûts par clic sur Google sont très élevés et que ce que vous vendez, c'est visuel. Si vous avez ces trois conditions-là, alors potentiellement commencer avec Pinterest Ads serait une bonne idée. Maintenant, si il vous manque un de ces trois-là, potentiellement préférez Google. Pourquoi ? Parce que l'audience va être moins chaude sur Pinterest que sur Google, mais elle sera quand même plus chaude que sur Meta ou TikTok, ça c'est sûr. Ils sont globalement au milieu de l'entonnoir, c'est-à-dire dans la phase de recherche d'inspiration. Donc les gens ne sont pas encore mûrs à acheter, mais ils sont au-dessus, ils sont dans la réflexion. Et ça, mine de rien, c'est quand même nettement supérieur à tout ce qu'on avait au-dessus chez Meta, par exemple, où les gens là ne cherchent pas du tout. Notez cependant que le reach sur Pinterest est assez limité par rapport à Google. Pinterest compte seulement 28% des Français âgés de 16 à 64 ans, ce qui représente quand même 16,8 millions de personnes. Mais ça reste le 8e réseau social le plus utilisé en France, derrière Twitter. Donc Pinterest, c'est bien, ça a des forces indéniables, un niveau d'intention, des coûts par clic qui sont quand même relativement bas encore aujourd'hui. Mais par contre, voilà, le reach, il est pas ouf. Et puis surtout, si ce que vous vendez, c'est pas hyper visuel, il y aura aussi un peu moins d'intérêt, clairement. Ensuite, je vais passer rapidement. Est-ce qu'il faut commencer ailleurs ? Donc, qu'il s'agisse de TikTok ou de Twitter, ces deux réseaux ne me semblent pas prioritaires pour le e-commerce. Ils vont avoir une audience qui va être assez réduite et finalement assez spécifique aussi. Alors, assez réduite, je me comprends. Et notamment TikTok qui est en croissance incroyable et qui pour l'instant semble être le réseau le plus populaire, en tout cas en termes de nombre de téléchargements d'applications du réseau social. Mais voilà, les deux, que ce soit Twitter ou que ce soit TikTok, ça n'a pas d'intention. Et dans le fond, TikTok, ça peut être intéressant si vous ciblez une clientèle plutôt jeune, parce que les jeunes sont majoritairement sur TikTok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des jeunes. Sur Twitter, c'est plus les actus, c'est aussi beaucoup de journalistes, pas mal de politiques. Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Mais dans l'ensemble, le fait qu'ils n'ont pas vraiment d'intention, que notamment pour Twitter, le reach, il n'est pas si ouf que ça, que TikTok, on est plus sur une audience plutôt jeune, qui va regarder des vidéos marrantes, etc. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire que, à mon avis, c'est clairement pas la priorité 1 pour vous en e-commerce. Maintenant, évidemment, ça dépend. Si vous vendez des produits plutôt destinés aux jeunes et puis que vous chopez un influenceur sur TikTok et puis qui fait des vidéos pour faire la promotion de vos produits, vous voyez, il peut y avoir des cas spécifiques, mais dans l'ensemble, à mon avis, ces deux réseaux pourraient être testés plus tard pour étendre le reach, mais ce ne sont certainement pas des priorités pour démarrer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de commencer avec Google Ads ? Parce que, effectivement, depuis tout à l'heure, je vous dis, ça non, je préfère Google. Alors, pourquoi ? C'est la meilleure manière de commencer. On va se focaliser d'abord sur le search et shopping. On va se mettre en face d'une cible qui a une intention et la possibilité de vraiment démarrer face à une audience très en bas de l'entonnoir, c'est-à-dire prête à acheter maintenant. Ça vraiment, hormis sur Google ou sur Amazon, les deux vont vraiment vous permettre d'aller toucher des gens très en bas de l'entonnoir.
Alors bien sûr, les coûts par clic sont élevés dans la plupart des cas. C'est sans doute la plateforme la plus chère aujourd'hui, Google Ads, mais on peut très vite obtenir des certitudes quant au potentiel de la plateforme en termes de vente et de ROI publicitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous n'avez pas besoin de mettre un budget gigantesque. Vous pouvez vous dire, tiens, je mets 5000. Alors ça peut être 5000 sur un mois, ça peut être 5000 sur 3 mois. Vous pouvez vous dire, voilà, je mets 5000 là-dessus. Je vais vraiment aller sur le search et le shopping, là où il y a mes clients qui sont prêts à acheter, ils ont la carte bancaire dans la main. Vous allez pouvoir tester votre offre, vos produits, votre proposition de valeur, et tout ça, ça va vous permettre de pouvoir peaufiner avant d'aller chercher plus de reach, ce qu'on appelle scaler. Et puis, commencer par Google Ads sur une cible très bas. Ça permet vraiment d'évaluer votre offre, votre site en termes de taux de conversion et surtout de pouvoir l'améliorer avant d'aller chercher à vous diffuser davantage. Là, on est vraiment dans une optique, c'est ce qu'on appelle l'optique CRO, optimisation des conversions. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, dans un aspect de prestation, parce qu'évidemment, vous voyez beaucoup de mes vidéos, vous m'entendez beaucoup parler de formation, mais retenez simplement que ça fait 3 ans que je fais de la formation, ça fait 12 ans que je fais de la prestation, et je fais toujours de la prestation aujourd'hui, et on accompagne aujourd'hui des très gros e-commerce, pas que des très gros, on a aussi des e-commerce moyens, mais on a aussi quelques très gros. Donc l'aspect prestation, c'est vraiment quelque chose que je connais, que je maîtrise complètement, et sur lequel on a systématiquement cette réflexion et cette double approche de dire ok, oui, l'acquisition c'est bien, il faut aller chercher plus de trafic, il faut aller se faire voir auprès de nouvelles audiences, mais avant de faire ça, la priorité, ça reste quand même de se dire ok, est-ce que mon dispositif, il est le plus efficace possible? Est-ce que si je convertis à 2% et que je vais mettre 100 000 sur des plateformes publicitaires, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je ferais pas mieux de mettre 20 000 là-dedans pour convertir à 5% et ensuite d'aller mettre 80 000 sur de l'acquisition? Les résultats seront différents, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, ce que j'aime sur cet aspect Google Ads, dans une approche holistique, un accompagnement holistique des e-commerçants, c'est cette capacité de se dire ok, on va se casser les dents face à des gens qui sont là avec leur carte bancaire, qui ont faim, qui veulent maintenant, et on va éprouver, optimiser, comprendre comment améliorer le dispositif avant d'aller chercher plus. Voilà, ça c'est vraiment notre approche, en tout cas sur la partie prestation avec des clients en e-commerce. Donc Google Ads, au final, c'est un super moyen d'étalonner votre offre et c'est pour moi la meilleure plateforme pour commencer à vendre rapidement. On va maintenant passer à la partie 2 de cette formation, définir ses objectifs sur Google Ads. Donc, définir ses objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que vous ayez une idée très claire de qu'est-ce que vous voulez aller faire sur cette plateforme publicitaire. Est-ce que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires de manière générale? Est-ce que vous souhaitez augmenter le chiffre d'affaires d'une catégorie de produits en particulier? Parce que, admettons, je ne sais pas, vous avez des toutes petites marges sur ce que vous vendez, vous avez un taux de marge de 30% seulement, ce qui est un peu faible. Et puis, il y a une catégorie de produits, celle-là, vraiment, vous avez un taux de marge qui est nettement supérieur, vous avez un taux de marge de 100% peut-être, et du coup, vous vous dites, ok, là-dessus, j'ai suffisamment de marge pour me permettre d'aller investir dans de la publicité, et tant pis si je dégrade un peu ma marge sur ces produits-là. Par contre, si j'en vends 50 fois plus qu'aujourd'hui, je suis prêt à aller investir peut-être même 20% de ma marge dans de la publicité pour faire un volume 10, 20, 30, 50 fois supérieur à aujourd'hui. Vous pourriez aussi vous dire, tiens, je vais aller faire de la publicité Google pour aller chercher des nouveaux clients, mais uniquement des nouveaux clients. Je veux surtout pas toucher des clients qui sont déjà existants parce que j'ai une machine marketing qui est déjà bien pensée, bien optimisée et que quand quelqu'un est un nouveau client chez moi, après derrière, je le lâche plus. Donc, je veux aller sur Google Ads pour choper uniquement des nouveaux clients. Vous pourriez y aller aussi pour vous dire, tiens, moi ce qui m'intéresse, ça va être d'augmenter les ventes de mes meilleurs produits, peu importe la raison pour laquelle vous voudriez faire ça. Vous dites ok, j'ai un vrai avantage compétitif sur ces produits, j'ai la meilleure offre du marché et je vais aller amplifier et toucher encore plus de monde et faire plus de ventes sur ces produits-là vraiment spécifiquement parce que j'ai un avantage concurrentiel. Et puis vous pourriez aussi y aller en vous disant voilà, moi je veux augmenter le profit, je veux augmenter le bénéfice de mon entreprise, de mon e-commerce et je vais essayer d'aller faire ça sur Google. Donc vous voyez, finalement, ça peut sembler évident, c'est quoi ton objectif sur Google Ads? Tu fais du e-commerce, excuse-moi, mais si je fais du e-commerce, je vais faire de la pub pour vendre plus. Oui, d'une certaine manière, mais on peut être plus précis que ça. Et je pense que c'est important pour vous-même de savoir concrètement quel est votre objectif. Une fois qu'on a défini cet objectif, on va commencer à le rendre encore plus concret, encore plus tangible, et on va aller chiffrer cet objectif. Donc, admettons que vous voulez faire plus de profit, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de vous dire, ok,
de manière raisonnable, j'aimerais bien faire 10 000 euros de profit supplémentaire par mois avec mon e-commerce. Et pour ça, je vais aller sur Google Ads. Donc un bon objectif, parce que vendre, c'est bien, mais parce que le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui vous fait vivre, c'est le profit. Il convient donc de calculer le retour sur investissement publicitaire dont vous avez besoin pour obtenir vos 10 000 de profit mensuel supplémentaires. Donc, imaginons que vous avez un panier moyen sur votre boutique de 100 euros. À chaque fois que vous vendez, en moyenne, c'est 100 euros par vente. Votre taux de marge est à 50% en moyenne. Ça veut dire que globalement, quand vous vendez 100 euros de marchandises, vous avez 50 euros de bénéfice pour vous. D'accord ? Pour faire 10 000 de profit chaque mois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire 200 ventes. D'accord ? 200 multiplié par 50 euros de bénéfice par vente, ça nous amène bien à nos 10 000 euros de profit en plus par mois. Mais ça, c'est sans compter sur les faits publicitaires qui vont se déduire de votre marge. Donc effectivement, si vous faites 200 ventes et que vous gagnez 50 euros par vente, vous avez bien 10 000 de profit en plus. Le problème, c'est que sur ces 10 000 de profit, il va bien falloir payer la publicité. Donc, de manière générale, je recommande de partir sur un coût publicitaire de 20% comme hypothèse de départ. Clairement, vous serez rarement en dessous de ça. Pour démarrer, quand vous lancez des campagnes sur Google Ads, et que au début tout est à faire, il faut le temps d'apprendre, de comprendre quels sont les produits qui vont marcher, ceux qui ne vont pas marcher, ceux sur lesquels on est bien placé par rapport à la concurrence et où on a un très bon taux de conversion, ceux où on est très mal placé et qui vont du coup avoir un taux de conversion dégueulasse, ceux sur lesquels les prix des clics sont vraiment trop élevés et puis ça sert à rien d'aller là-dessus parce qu'on n'arrivera jamais à rendre ça rentable. Donc il y a toute une phase d'apprentissage initial qui fait que en hypothèse de départ, moi je vous recommande de partir sur un coût publicitaire de 20% et vous pourriez même aller encore un peu plus loin dans une hypothèse un peu pessimiste et vous dire que potentiellement le premier mois vous pourriez être à 25%. D'accord ? C'est important que vous ayez les bonnes attentes et que vous ne disiez pas oui, non mais bon, moi c'est 10%. Non, au début, le temps d'apprentissage, ça coûte de l'argent, ça prend un peu de temps et donc du coup, partez sur une hypothèse moyenne de 20%. Et puis à terme, évidemment, l'apprentissage se fait beaucoup au début, et ensuite, au fur et à mesure qu'on a appris, on va pouvoir optimiser davantage les campagnes, et puis là, on peut viser un 10%, 10 à 15% en moyenne, c'est ce qu'on constate nous chez nos clients, que le coût publicitaire va être entre 10 à 15% de ce que ça ramène en termes de chiffre d'affaires. Mais au départ, comptez plutôt 20%. Du coup, en partant sur 20% de frais publicitaires, vous ne gagnez plus que 30% de marge par commande, d'accord ? Puisqu'on a dit que quand vous vendiez 100, vous aviez un taux de marge de 50%, donc vous gagnez 50. Mais puisqu'il y a 20% de plus pour la publicité, c'est-à-dire que finalement, vous avez un taux de marge de 30% sur les ventes réalisées par Google Ads. Du coup, pour faire 10 000 de profit par mois en plus, vous allez devoir faire entre 330 et 335 ventes par mois sur Google Ads. Et vous devez viser un ROAS, c'est-à-dire un retour sur investissement publicitaire de 500%, c'est-à-dire pour 1 euro investi en publicité, vous réalisez 5 euros de chiffre d'affaires, ce qui équivaut bien à un coût publicitaire de 20 euros. Donc, vous voyez que grâce à ça, on a quand même défini pas mal de choses. On a défini qu'on veut augmenter le profit. Ça, c'est notre objectif. On veut augmenter le profit pour notre activité e-commerce. Idéalement, on veut faire 10 000 de profit chaque mois en plus grâce à Google Ads. On a identifié que pour obtenir ça, il nous fallait à peu près 330 à 335 ventes par mois sur Google Ads. Et on a déjà défini globalement le retour sur investissement publicitaire qu'on va viser pour être réaliste et être capable de faire ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie 3 qui consiste à définir son budget et les enchères Google Ads. Donc à ce stade, on a défini qu'on voulait ajouter 10K de profit par mois, qu'on a un ROAS cible de 500% et un objectif de vente de 330 à 335 commandes par mois depuis Google Ads. Donc grâce à ça, on va pouvoir définir notre budget. 330 ventes, ça représente à peu près 33 000 euros de chiffre d'affaires puisqu'on a dit que le panier moyen était d'à peu près 100 euros. Donc 330 ventes multipliées par 100 euros, ça fait bien 33 000. Maintenant, on va diviser ça par 5 puisqu'on a dit que la publicité, elle allait nous coûter 5%. Donc on va diviser ça par 5, ce qui représente 20% du total. Ça nous fait 6 600 euros. Donc globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir viser nos 300 à 335 commandes par mois, qui devraient nous apporter 10 000 euros de bénéfices par mois en plus, avec un budget publicitaire de 6 600 euros. Et avec ce budget-là, si nos hypothèses sont correctes, on devrait pouvoir générer 33 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois.
Donc ça, c'est notre hypothèse de départ. Évidemment, au fur et à mesure, les éléments de l'équation peuvent changer et il faudra donc s'adapter. On pourrait ne pas réussir à obtenir un ROAS de 500%, on pourrait au contraire réussir à obtenir davantage, on pourrait par exemple ne pas réussir à avoir 330 ventes par mois parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de recherche. Donc vous voyez, finalement, l'adaptation continue est le maître mot ici. Et de manière générale, l'adaptation continue est le maître mot de Google Ads et du marketing digital et du marketing au sens large et de l'entreprise. Vous voyez, l'adaptation, c'est vraiment une compétence clé que vous devez absolument apprendre à développer. Donc maintenant, on va passer au moment où on va définir les enchères. Pour moi, il y a 3 grands cas de figure. Le premier, ça va être d'enchérir manuellement, c'est-à-dire qu'on va enchérir pour chaque clic et on va définir le coût par clic maximum qu'on va être prêt à payer. Alors, il s'agit de prendre le panier moyen, 100 €, et le taux de conversion moyen de votre boutique, disons 2% pour l'exemple, mais vous pouvez prendre le taux réel pour vos calculs. Si vous allez dans Google Analytics et que vous voyez que vous avez un taux de conversion moyen de 4%, alors prenez 4%. Si vous avez un taux de conversion de 1%, prenez plutôt le 1%, essayez d'être au plus proche de la réalité. Maintenant, si vous en êtes seulement à l'estimation, parce que vous démarrez, parce que vous n'avez pas encore des chiffres réels, parce que vous n'avez pas encore mis d'analytics sur votre site, partez sur 2%, qui paraît être assez juste en termes de moyenne de taux de conversion. Donc ça signifie que vous faites une vente de 100 € tous les 50 visiteurs, si vous avez un taux de conversion de 2%. Le point mort serait donc 100 € divisé par 50 égale 2 €. Ça veut dire que vous pourriez payer chaque clic 2 € au maximum. Mais si vous payez chaque clic 2 € avec un taux de conversion de 2%, ça veut dire que vous gagnez rien. Ça veut dire que globalement, vous payez 100 € de publicité et vous faites 100 € de vente, et donc ça vous laisse rien du tout. Limite même, vous perdez de l'argent, puisqu'il y a aussi le coût d'achat des marchandises, les salariés, les structures, le colis, l'envoi, etc. Donc je vous apprends rien à votre métier, vous savez ce que c'est que d'être e-commerçant. Donc effectivement, ça marche pas. Nous, on a dit qu'on visait un retour sur investissement de 500%, c'est-à-dire un coût publicitaire de 20%. En première hypothèse pour démarrer. Rappelez-vous qu'après, on a dit qu'on peut être sur du 10 à 15% un peu plus tard. Donc on va appliquer ces 20% à notre CPC max, ce qui nous donne un CPC de 0,40 centimes. Donc là, on a pris 20% de 2 € maximum, et ça nous permet de payer 40 centimes maximum par clic. Attention toutefois, et c'est un grand attention, je l'ai expliqué précédemment dans la partie 1, Google Ads est probablement l'une des plateformes les plus chères en termes de coût par clic, mais c'est aussi la plus intéressante en termes d'audience, en termes d'en bas de l'entonnoir, d'intention d'achat, tout ça je l'ai déjà expliqué. Donc peut-être qu'avec 40 centimes, vous ne pourrez pas diffuser sur Google Ads parce que à ce prix-là, vos annonces n'apparaîtront pas. Parce que peut-être vous avez des concurrents qui misent tellement plus cher que ça que vous ne pourrez pas, vous mettrez vos mots-clés, vous mettrez vos produits dans Shopping, vous mettrez une enchère de 40 centimes et il ne se passera rien. Google vous dira que vous ne pouvez pas avoir de diffusion pour ce prix-là parce que vous n'enchérissez pas assez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est là où intervient la Lifetime Value, la LTV. Je voulais vous faire une toute petite parenthèse là-dessus. Dans la majorité des cas, un e-commerce n'est pas rentable sur la première commande. En soi, c'est pas si grave si chaque nouveau client commande X fois, ensuite, sans vous coûter en publicité. Par contre, ça va être beaucoup plus grave si 95% des clients passent une seule commande et vous ne les revoyez plus jamais. Vous devez donc penser à la fidélisation et à la recommande avant de lancer des campagnes d'acquisition. Et ça, il n'y a pas grand monde qui vous le dit. Donc, stratégiquement, vous pourriez même accepter de perdre un peu d'argent pour acquérir un nouveau client si vous avez la garantie, si vous savez que derrière, il va faire 10 commandes et qu'il ne payera plus rien, il ne vous coûtera plus rien en publicité parce que vous avez une machine marketing e-commerce qui est pensée pour relancer les clients. Tout ça, c'est de la stratégie. Ça sort de la formation d'aujourd'hui. Par contre, on aura des choses comme ça, notamment dans le cursus sur tout ce qui va être e-commerce. Donc là, ici, on aura des choses là-dessus. On aura des choses là-dessus, là-dedans aussi. Dans ces deux formations-là, vous aurez des choses sur la lifetime value et des choses très très avancées sur la partie e-commerce. Mais revenons-en ici. Donc évidemment, si votre équation vous permet d'obtenir de la rentabilité dès la première commande, c'est mieux, clairement. Mais c'est de plus en plus rare aussi. Pourquoi ? Parce que les coûts publicitaires n'arrêtent pas d'augmenter. Il y a tout un tas de choses qui expliquent ça. Il y a d'un côté l'inflation, il y a d'un autre côté le fait que les plateformes publicitaires telles que Google, mais
globalement, elles suivent toutes un peu la même direction, elles ont des actionnaires, elles doivent produire des résultats, elles doivent faire toujours plus de chiffre d'affaires. Et le fait est que elles vont monter les prix, même si c'est pas justifié, même si c'est pas une histoire de concurrence. Là, Google est en procès actuellement aux États-Unis pour une affaire de concurrence déloyale. Et puis il y a des choses qui commencent à sortir où ils expliquent que finalement, normalement, c'est la concurrence qui définit le prix des clics, mais eux, ils ont un seuil minimum en dessous duquel ils veulent pas qu'on puisse acheter un clic, et ils n'arrêtent pas de les monter sans rien dire à personne, et ils sont susceptibles de les monter beaucoup. Moi, là, sur certains e-commerce, je vois des clients qui, en l'espace d'un an, ont vu leur coût par clic doubler sans obtenir davantage de part d'impression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est typiquement la plateforme qui fait monter les prix. Et en fait, c'est pas seulement Google, ça se retrouve un peu partout. Donc, c'est de plus en plus rare parce que l'acquisition coûte de plus en plus cher. Et du coup, et c'est ça aussi qui est important de noter, c'est que vraiment la stratégie qui vise à fidéliser les clients, c'est vraiment de plus en plus quelque chose qui est hyper important, qui est vital au sens propre du terme. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous pouvez crever. Et ça va être de pire en pire parce que les frais d'acquisition n'arrêtent pas d'augmenter. Donc attention vraiment à cette partie-là. Et puis la plupart du temps, les e-commerçants misent tout sur l'acquisition, rien sur la rétention, et ils meurent à petit feu par manque de rentabilité liée à une acquisition toujours plus chère. Donc ça résume globalement ce que je viens de vous expliquer. Donc je fais une petite parenthèse prestation. Donc formateur, mais aussi prestateur, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vrai que nous, systématiquement, on a vraiment cette approche au niveau e-commerce sur le développement de la LTV, de la réflexion sur la fidélisation. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est une phase de consulting préalable indispensable, sans laquelle, la plupart du temps, on préfère refuser un client. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que on prend un client e-commerce, on a eu pris des clients e-commerce, l'acquisition n'était pas assez rentable à leur goût. Après, tout est discutable, mais je peux tout entendre. Ok, on fait pas. Moi, je veux un retour sur investissement de 1 pour 10. Ok, mais 1 pour 10, ça va être très compliqué. Oui, mais je m'en fous, il me faut 1 pour 10. Ok. On essaye. Finalement, on n'arrive pas. On arrive à avoir 1 pour 6, ce qui n'est pas si mauvais non plus que ça. Mais 1 pour 10, c'est pas possible. Et les clients arrêtent. Et en fait, pourquoi? Parce que 98% des clients qui passent une première commande, ils les revoient jamais et ils n'ont jamais rien mis en place. Mais pourquoi tu mets pas un peu d'emailing? Pourquoi tu mets pas un peu d'automation? Pourquoi tu mets pas un peu de ci, un peu de ça? Ouais, ça me fait chier, ça me fait chier. Ah d'accord, mais tu sais que si tu mets pas ça en place et que tes clients ils reviennent pas, du coup ça veut dire que l'acquisition elle doit être extrêmement rentable et ça c'est très compliqué et de plus en plus, et c'est pas une histoire d'incompétence de notre côté, c'est une histoire de concurrence, d'inflation, de domaine d'activité, et ça il y a rien que tu puisses faire contre ça. Oui non mais moi ça me fait chier les emailing, les machins, moi je veux juste faire du Google et que ce soit rentable. D'accord. Donc vous voyez, à force d'avoir des clients comme ça, d'une part on a changer un peu de profil de clientèle pour essayer d'attirer des clients qui sont un petit peu plus matures. Et d'autre part, surtout, on impose au préalable une phase de consulting pour réfléchir et mettre en place un système de fidélisation et d'augmentation de la durée de vie des clients, parce que sinon, il y a trop de pression sur nous qui faisons l'acquisition, alors que l'acquisition, elle a une place dans le mix. Mais l'acquisition, c'est pas Dieu. L'acquisition, elle peut pas tout faire pour vous. L'acquisition, elle a sa place, mais la rétention, la fidélisation, elle a sa place aussi. Et malheureusement, c'est le parent pauvre. La plupart du temps, on ne s'occupe pas assez de cette partie-là. Donc, pensez-y. Et c'est vrai que nous, dans notre optique de prestation, notre job, c'est d'accompagner le e-commerçant vers la réussite et pas uniquement de lui vendre de la gestion de campagne. Voilà. Fin de la parenthèse, retournons à nos moutons. Passons donc à la deuxième manière d'envisager les enchères Google Ads. La première manière, c'était, on l'a vu, d'envisager des enchères manuelles avec un coût par clic, c'est-à-dire je définis une enchère maximum que je suis prêt à payer pour un clic donné. Là, on passe dans les enchères automatiques au coût par vente, c'est-à-dire qu'on va prendre le panier moyen, 100 €, on va appliquer le taux de coût de publicité cible, donc ici on a dit que c'était 20%, et ça signifie quoi? Ça veut dire que vous pouvez globalement miser 20 € pour avoir une vente. Donc ça c'est ce qu'on va appeler les stratégies d'enchères au CPA, CPA cible, coût par action cible, et donc là vous allez pouvoir miser un CPA de 20 € avec l'équation qu'on a actuellement. Vous choisissez donc une stratégie de type CPA cible ou maximiser les conversions avec un objectif de CPA. Là encore un CPA de 20 €.
peut ne pas suffire pour diffuser, auquel cas il faudra tenir compte de la lifetime value, donc je vous renvoie là précédemment à ce qu'on vient de discuter. De manière générale, je recommande plutôt de commencer en manuel et ensuite, une fois qu'on a à peu près 50 conversions, 50 ventes de remonter dans le compte Google Ads, on peut commencer à tester ces enchères automatiques au CPA. C'est une bonne idée, une fois qu'on a à peu près une cinquantaine de signaux dans le compte, on peut y aller, on peut tester. Et puis la troisième et dernière méthode, c'est toujours des enchères automatiques, mais cette fois non pas au CPA cible, mais au ROAS cible. Donc le ROAS cible, c'est une autre type de stratégie d'enchère. Là, le calcul est simple. On sait qu'on veut un coût publicitaire de 20%. On a défini qu'on voulait un retour sur investissement de 500%. Donc vous pouvez choisir une stratégie d'enchère de type ROAS cible ou maximiser la valeur de conversion avec un objectif de ROAS. Là encore, un ROAS de 500% peut être trop haut pour diffuser, auquel cas il faudra tenir compte de la lifetime value. Donc on est toujours dans les mêmes problématiques. Vous remarquerez que vous choisissez d'enchérir au coût par clic manuellement, au coût par vente ou au ROAS cible, dans le fond la problématique est la même. Si vous avez des cibles d'enchères qui sont trop basses, vous n'arriverez pas à diffuser et du coup il ne se passera rien. Donc attention de bien tenir compte de la LTV pour être capable d'enchérir avec un montant qui soit raisonnable et en cohérence avec ce que les autres enchérissent aussi pour que vous puissiez avoir de la diffusion. De mon expérience, la stratégie d'enchère basée sur le ROAS est la plus délicate à utiliser. Elle nécessite un historique de conversion assez important, au moins 100 conversions, et un volume de conversion mensuel d'au moins 100-150 conversions par mois pour fonctionner de manière optimale. Donc autant vous dire que cette stratégie ROAS cible, de manière générale, elle est plutôt adaptée à des gens qui ont déjà un volume de vente assez conséquent et qui sont donc déjà des e-commerçants qui ont une certaine taille. Si vous êtes un petit e-commerçant, vous faites 50 ventes par mois, celle-là, en tout cas, je vous déconseille pas de la tester parce qu'il faut toujours tout tester, mais de manière générale, si vous allez là-dessus alors que vous faites 50 ou 100 ventes par mois, vous êtes tout juste dans le minimum acceptable pour elle pour qu'elle puisse travailler correctement. Donc surveillez-la attentivement et n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voyez que les résultats se dégradent et que les volumes n'arrêtent pas de baisser. C'est souvent ce qui se passe avec cette stratégie d'enchère-là, c'est qu'au début ça marche super bien et assez rapidement, elle fait baisser les CPC pour atteindre les objectifs et puis plus elle baisse les CPC, moins vous diffusez, puis à un moment donné il ne se passe plus rien. Donc moi c'est vraiment la dernière que je teste et uniquement si j'ai les volumes nécessaires. Alors tout ça, ça nous amène à la partie 4 de cette formation, choisir les bonnes campagnes. Toujours commencer par des campagnes de type shopping, manuel. Ce format 100% e-commerce est généralement le plus rentable au démarrage. Il a aussi l'avantage de faire de la découverte de mots-clés pour préparer notre arrivée en search. Shopping, envoie sur les fiches produits. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va revenir un petit peu sur les différents trucs. Déjà, ici, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par une campagne shopping manuelle. Aujourd'hui, vous avez la possibilité entre des campagnes shopping manuelles, c'est-à-dire des vieilles campagnes shopping, et des campagnes shopping performance max. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer sur les shopping manuels parce que, déjà, en termes de diffusion, vous êtes plus limité. Vous allez diffuser sur un emplacement nettement inférieur à ce que vous pouvez avoir sur Performance Max. Et ça tombe bien, parce que le shopping manuel, il va diffuser majoritairement en search, quasiment exclusivement en search. Et c'est le meilleur emplacement. Si vous vous rappelez ce que je vous disais précédemment sur l'intention, c'est vraiment dans le moteur de recherche que l'intention elle est maximum. Et ces campagnes shopping manuelles, elles nous permettent d'aller diffuser uniquement sur le moteur de recherche et de nous mettre uniquement en face des gens qui ont la plus forte intention. C'est pour ça que je favoriserai celle-là. Ça ne veut pas dire que les performances max ne sont pas intéressantes, mais les performances max, elles vont diffuser en search, elles vont aussi diffuser sur des emplacements shopping en display, sur des emplacements shopping sur YouTube. Donc elles ont un inventaire qui va être plus large, et comme on n'a pas la possibilité de dire qu'on veut diffuser que sur le search, du coup, on se met aussi face à des gens qui sont moins intentionnistes. Elles amènent aussi plus de volume, mais encore une fois, pour le moment, pour démarrer, favorisez plutôt du shopping manuel. C'est un format qui est 100% e-commerce et j'avais lu des études, alors je ne vous ai pas noté là-dedans, mais globalement, il disait que dans des recherches e-commerce très en bas de l'entonnoir, les meilleurs clics sont pris par shopping parce que tu as le prix, parce que tu as l'image, parce que tu vas avoir aussi une notion de frais de livraison, etc. Enfin, globalement, les meilleurs clics partent sur shopping. Donc c'est pour ça que quand vous démarrez, si vous avez un petit budget, vous commencez toujours par du shopping. Et puis, il y a aussi cette notion de faire de la découverte de mots-clés. Donc effectivement, quand vous êtes sur une campagne shopping manuelle, vous donnez un flux de produits à Google
et lui, en retour, il va vous dire les mots-clés que les gens ont tapés pour cliquer sur votre pub. Et ça vous fait de la découverte et ça vous prépare à déjà pouvoir lancer des campagnes de recherche basées sur des mots-clés dans une deuxième phase. Donc c'est pour ça que moi j'aime vraiment commencer par ces shopping manuels. Et puis ici, je rajoutais simplement que shopping, c'est un flux de produits. Donc globalement, les résultats shopping, quand les gens cliquent dessus, ils vont arriver sur un produit spécifique. Et ça tombe bien parce que quand on cherche des gens qui sont vraiment tout en bas de l'entonnoir de vente, bah généralement ils savent ce qu'ils veulent. Et donc la logique est que les gens recherchent ce qu'ils veulent, ils trouvent un produit spécifique, ils arrivent sur une fiche produit spécifique. On commencera par les produits avec la plus grande opportunité, c'est-à-dire les meilleures ventes, plus les produits qui ont un fort intérêt sur votre site, mais qui sont mal placés en référencement naturel par exemple. L'idée c'est d'aller chercher au plus vite des ventes rentables pour financer la croissance et amplifier ce qui marche déjà. Donc effectivement, moi généralement, quand on démarre du e-commerce, soit sur un nouveau marché, soit pour un client qui démarre, en tout cas qui démarre la publicité, on va aller plutôt sur les meilleures ventes, passer du site, de manière à essayer d'aller amplifier des choses sur lesquelles il y a déjà du succès. Si on a du succès hors publicité sur ces produits, il y a de fortes chances qu'en mettant de la publicité et en faisant venir plus de personnes dessus, on ait du succès aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher au plus vite des ventes rentables pour financer la croissance et pouvoir, dans un second temps, aller créer des nouvelles campagnes, diffuser des nouveaux produits, des produits sur lesquels on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas, mais nous, dans notre vision, en fait, quand on accompagne les e-commerçants, je pense que vous l'avez compris aussi dans ce que je disais précédemment, on est assez dans l'optique d'autofinancement. On est assez dans l'optique de se dire, les campagnes vont générer du bénéfice qui va te permettre d'aller investir plus, mais tout ça va te s'autofinancer. C'est pas un coût, ça va pas te coûter. Alors bien sûr, il y a un coût au départ, évidemment. Il faut quand même investir ce premier budget initial, et puis il faut nous payer, nous aussi. On coûte, bien sûr, mais globalement, l'idée c'est que ça se rentabilise assez rapidement et que cette rentabilité finance le développement. Voyez. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt aller sur des choses où la probabilité que ça fonctionne et que ce soit rentable et que ça marche bien dès le départ, elle est grande. C'est pour ça qu'on va plutôt aller sur les meilleures ventes et des produits qui peuvent être très recherchés sur Google, mais que par exemple, en référencement naturel, vous apparaissez pas, ou vous apparaissez à la page 15, et du coup, on pourrait se dire, tiens, ces produits sont très recherchés, on les a, on a vérifié qu'on a en termes de pricing, on n'est pas trop mal, essayons d'aller mettre un peu de pub pour faire venir des gens et qu'ils trouvent notre site et voir ce qu'on arrive à vendre. En parallèle, on ira sur des campagnes search de type DSA, c'est-à-dire des campagnes automatiques sans mots-clés. On va donner des URL à Google. Et idéalement, on va commencer par les URL, les pages de destination les plus rentables dans GA4. Donc généralement des fiches produits et des pages de catégorie. Donc là encore, il y a pas mal de choses à expliquer. On a la possibilité d'aller faire des campagnes textuelles, donc avec des annonces texte, à contrario des annonces shopping, qui elles sont des annonces avec des images, des prix. On peut faire des annonces texte. Et il y a deux grandes manières de le faire. Bon, 3 grandes manières avec Performance Max, mais laissons ça de côté pour l'instant. Si on fait des campagnes de recherche, on peut soit donner des mots-clés à Google, et puis Google nous fait apparaître nos annonces en fonction du mot-clé et de ce que les gens tapent. Mais on peut aussi donner à Google, lui dire voilà, toutes ces pages-là, c'est des pages qui correspondent à des trucs que j'ai envie de faire la publicité. Je te donne les pages, je te donne pas de mots-clés. Et en retour, Google va nous donner les mots-clés en fait, qui ont été tapés. C'est un peu le même principe que ce qu'on a ici sur les shopping manuels. C'est-à-dire qu'on donne un flux de produits avec des URL, des images, des prix, etc. Et en retour, ce qu'on obtient de Google, c'est des termes de recherche qui ont permis de générer des ventes. Là, c'est un peu le même principe pour des campagnes de recherche. On va lui donner des URL et en retour, on obtient des termes de recherche qui génèrent des ventes. Donc on développera rapidement une campagne de search managée en isolant les meilleurs mots-clés dans leur propre groupe d'annonces avec des landing pages associés. Donc là, on est vraiment dans la méthodologie du tremplin. Formation avancée ici, la meilleure formation chez nous pour former des professionnels, la formation la plus avancée, qui est vraiment une formation, vous voyez, pastille bleue, formation de méthode. Là, on n'est plus dans la formation produit, on est vraiment dans une méthode de travail pour les professionnels. Et le concept même de campagne managée, c'est vraiment des choses qui sont expliquées dans cette formation spécifique. Revenons à nos moutons. On mettra
aussi en place une campagne de remarketing display. Alors idéalement une campagne de remarketing display dynamique afin de recibler les personnes qui ont consulté un produit ou qui ont ajouté un produit au panier mais qui n'ont pas acheté. Et en fait ces campagnes de remarketing, elles vont permettre d'aller recibler des gens qui sont venus sur le site, qui ont regardé le produit ou qui l'ont ajouté au panier mais qui n'ont pas finalisé. L'objectif c'est de les faire revenir et de leur dire t'as fait le plus gros du travail sur le site mais t'as pas finalisé, reviens. Et puis après, on peut aussi imaginer des stratégies qui visent à donner une incentive. Tiens, tu as un petit coupon de 5% si tu viens finir ta commande là dans les 36 minutes. C'est pas la seule option possible et de manière générale, j'aime pas trop donner des remises. Il y a d'autres moyens. Je préfère ajouter de la valeur que de baisser le pantalon, globalement. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Et puis évidemment, je peux pas trop rentrer dans le détail. Ça, c'est plus des choses qui seront dans les formations plus stratégiques, plus méthodologiques, plus avancées. Scaler son acquisition e-commerce avec Google Ads, donc une fois qu'on a mis ça en place, donc une campagne shopping manuelle, une campagne DSA, ensuite on va pouvoir obtenir des résultats en termes de retour sur investissement, on va commencer à ajouter davantage de produits, davantage de pages de destination. Donc globalement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on commence par les trucs où on est à peu près sûr que ça va marcher, on fait du bénéfice, et on autofinance de la croissance. Et la croissance, on va la chercher comment ? On va la chercher avec des nouvelles pages de destination sur lesquelles on fait de la publicité, des nouveaux produits sur lesquels on fait de la publicité, pour faire gonfler, grossir le gâteau. Et puis, évidemment, l'idée, c'est d'optimiser au fur et à mesure pour rendre ça rentable. Et continuer. Vous voyez, une fois qu'on a fini avec Google Ads et qu'on prend tout ce qu'on peut prendre, qu'on diffuse partout, après, on va vouloir peut-être aller sur Amazon, on va peut-être vouloir aller sur Meta. Tout n'est que grossir, autofinancer, rentabiliser, étendre. Et c'est des cycles. On fait des cycles encore et encore. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va aussi pouvoir tester d'autres types de campagnes, donc ce qu'on appelle des campagnes shopping demande ads. Donc, demande ads, c'est un type de campagne publicitaire plus large. Comme je vous disais précédemment, shopping et search, c'est-à-dire être dans le moteur de recherche, c'est vraiment être tout en bas de l'entonnoir. Après, Google a d'autres types de campagnes qui permettent d'aller chercher des gens nettement plus haut, des gens qui n'ont pas d'intention aussi, comme on pourrait aller les chercher sur Meta ou sur d'autres plateformes. Donc, demande ads, ça fait partie justement de ces emplacements sans intention. Et on va pouvoir aller faire du shopping sur des emplacements comme ça. Alors, il y a moins l'intention, par contre, un truc qui est intéressant et à noter, c'est qu'avec Google Ads, même si on diffuse sur des emplacements qui n'ont pas d'intention, on peut quand même aller chercher des audiences qui ont une intention par rapport à des recherches qu'elles auraient faites sur Google ou par rapport à des sites qu'elles ont regardés. Ça, c'est quand même intéressant. On peut aller rechercher et étendre le reach sur des emplacements a priori sans intention, mais quand même en cherchant des personnes qui ont un peu d'intention. Ce ne sera pas comme dans le search ou dans shopping, mais quand même, ça permet d'aller faire des annonces shopping sur des emplacements Discover, Gmail, YouTube et de cibler une audience moins intentionniste, mais intentionniste quand même. On pourra aussi tester une campagne Performance Max Shopping qui va diffuser plus largement que les campagnes shopping manuelles. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais préalablement. Effectivement, on peut aller diffuser plus largement avec des campagnes shopping Performance Max que ce qu'on peut faire sur des campagnes shopping manuelles, des vieilles campagnes shopping. Et ça peut être intéressant de tester pour voir si on arriverait à retour sur investissement constant, à avoir plus de chiffre d'affaires et à faire grossir le gâteau. On pourrait aussi lancer une production vidéo et promouvoir nos meilleurs produits en vidéo sur YouTube par le biais de vidéos de vente, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va marcher très très bien sur des top sellers, d'aller faire vraiment une vidéo qui explique bien, qui démonte le produit, etc. et de faire un peu de publicité dessus. Ce qui nous amène maintenant à cette partie 5, mesurer les bonnes conversions. Ce sera une partie assez rapide. Donc on commencera par la mesure des ventes, évidemment, avec la remontée du chiffre d'affaires pour mesurer le retour sur investissement publicitaire. C'est le minimum vital en e-commerce. Par la suite, on pourra miser davantage pour les nouveaux clients, voire n'enchérir que pour eux. Donc ça, c'est effectivement une option. J'ai fait une vidéo sur la chaîne sur justement l'objectif de nouveaux clients avec Google Ads. Donc c'est une option qui nous est proposée et qui permet effectivement d'indiquer à Google qui sont nos clients existants pour être sûr de ne diffuser de la publicité que pour des nouveaux clients. On peut aussi proposer à Google la liste de nos clients et lui dire quand c'est nos clients, tu enchéris moins que quand c'est des clients déjà existants. Donc il y a tout un tas d'options qui sont possibles. Et donc au démarrage, le minimum vital, c'est je traque les ventes avec la remontée du chiffre d'affaires. Ensuite, on peut monter en sophistication et commencer à distinguer les nouveaux clients des anciens clients pour voir à enchérir de manière différenciée. On pourra aussi piloter les campagnes à la marge réelle et non plus au chiffre d'affaires. Effectivement, si vous avez deux familles de produits,
une première famille de produits, vous avez un taux de marge de 20%, c'est-à-dire c'est vraiment ridicule. Et une deuxième famille de produits, vous avez un taux de marge de 100%. Le panier moyen est de 200 € sur ceux-là, et du coup, vous ne gagnez pas grand-chose dessus, vous gagnez en moyenne 40 € par produit. Et sur ceux-là, vous êtes à 100 €, par contre, vous avez un taux de marge énorme, admettons que vous gagnez 70 €. Bah, dans les faits, si vous optimisez pour le chiffre d'affaires, et donc le retour sur investissement publicitaire tel qu'il est envisagé, c'est-à-dire sur investissement lié à votre chiffre d'affaires, finalement, Google, il va être tenté de vendre plutôt ces produits-là. Parce que c'est ceux qui font le plus de chiffre d'affaires, et plus ils vendent des produits chers, plus il arrive à être rentable sur la publicité. Si maintenant, au lieu d'optimiser pour le retour sur investissement publicitaire basé sur le chiffre d'affaires, vous faites la même chose, mais basé sur la marge, alors à ce moment-là, c'est plutôt cette catégorie-là qui vous enrichit nettement plus que Google va favoriser. Donc voyez comment piloter les campagnes à la marge réelle, ça va être quelque chose de nettement plus sophistiqué que de les piloter par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, on est déjà dans une étape un peu supérieure, mais ça fait partie clairement des choses qui sont à envisager si vous faites du e-commerce pour optimiser la diffusion de vos produits, non pas en fonction de ce qui ramène le plus de chiffre d'affaires, mais de ce qui va vous ramener le plus de profit. D'accord ? Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais c'est le profit qui fait que votre entreprise survit. Plus tard encore, on pourra segmenter la conversion vente en ligne par une vente en ligne par persona, c'est-à-dire si vous avez plusieurs univers de produits qui correspondent à des personas différents et que vous avez le volume nécessaire, alors vous pourriez vous dire, ok, finalement, plutôt que d'optimiser pour toutes les ventes, je me rends bien compte que ceux qui viennent acheter ça sur mon site et ceux qui viennent acheter ça, c'est pas du tout les mêmes personnes. Et aujourd'hui, on est dans une ère où donner à Google le bon signal de conversion, c'est-à-dire qui est la bonne personne à aller trouver par la suite, je veux plus des comme ça parce que c'est ceux-là qui me ramènent de l'argent, et c'est vraiment le nerf de la guerre. Et du coup, plutôt que d'avoir un seul persona, un seul signal de conversion pour toutes vos ventes, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment deux profils d'acheteurs très différents sur votre site, qu'ils n'achètent pas vraiment les mêmes choses. Et du coup, vous pourriez faire deux conversions au lieu d'une seule et avoir des campagnes spécifiques pour le persona 1 et des campagnes spécifiques pour le persona 2. Et là, vous allez clairement et nettement améliorer l'efficacité de vos campagnes. Et puis au tout début, c'est possible d'ajouter des signaux plus faibles, tels que l'ajout au panier ou le démarrage d'un process de checkout pour accélérer l'apprentissage des algos. Mais on supprimera rapidement ces conversions de moins bonne qualité une fois que la machine est lancée. Donc ça, effectivement, admettons, c'est ce qu'on appelait précédemment les micro-conversions, en fait. Admettons que vous démarrez en e-commerce, vous n'avez pas encore fait une seule vente sur Google Ads, il n'y a aucune conversion, et on sait que plus il y a de conversion, plus vite les campagnes, elles s'auto-optimisent, et on arrive à avoir des meilleurs résultats. Et c'est ça aussi le processus d'apprentissage qui prend un peu de temps et qui fait qu'on est obligé de miser sur une hypothèse de 20% de coût publicitaire au départ, alors qu'après ça va s'améliorer. C'est parce qu'au départ, on a besoin de ces signaux de conversion pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et du coup, pour accélérer ce processus, on peut mettre des micro-conversions, par exemple des ajouts au panier, par exemple des démarrages de checkout. C'est bien pour démarrer pendant peut-être 15 jours ou un mois, ça dépend de combien vous investissez. Et après, tout de suite, il faut les dégager parce que, dans le fond, la seule chose qui nous intéresse, c'est les gens qui achètent et non pas des gens qui ajoutent au panier. On passe maintenant à la partie 6, comment optimiser ses campagnes. Les principes d'optimisation sont simples, faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas au fil du temps. Puis, seulement ensuite, commencer à optimiser ce qui ne marche pas, mais qui a un potentiel intéressant. Donc ça, c'est vraiment un mindset, un framework de pensée. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail dans cette formation gratuite qui est plutôt orientée stratégie, mais retenez simplement que le framework, la ligne directrice de comment on optimise des campagnes, c'est on comprend qu'est-ce qui marche, on comprend qu'est-ce qui ne marche pas, on écarte ce qui ne marche pas et on fait toujours plus de ce qui marche, jusqu'au moment où tout ce qui marche, on est déjà dessus. Et alors à ce moment-là seulement, on peut se retourner et se dire tiens, ça marchait pas, mais ça a du potentiel, alors on va essayer de le faire marcher. Donc on va éliminer les campagnes, les groupes d'annonces les moins rentables, on va récupérer le budget pour miser toujours plus sur les campagnes et les groupes d'annonces les plus rentables. C'est ce que j'appelle moi les fruits faciles. On élimine des campagnes les produits non rentables, on récupère ce budget pour miser toujours plus sur les produits rentables. Là encore, on est sur du fruit facile. Et une fois que tous les fruits faciles ont été récupérés, alors on peut commencer à optimiser les produits non rentables mais très recherchés.
Est-ce que vous avez un problème de vente? Est-ce que c'est la fiche produit qui n'est pas assez vendeuse? Est-ce que vous avez un problème d'offre? Peut-être que votre prix est trop élevé ou que vos frais de port sont prohibitifs. Est-ce que vous avez un problème d'expérience utilisateur? Est-ce que le site est difficile à utiliser? Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on se focalise vraiment sur aller chercher les fruits faciles, regarder ce qui marche, l'amplifier le plus possible, prendre tout ce qu'on peut prendre sur ce qui fonctionne, et seulement dans un deuxième temps, on peut se retourner et se dire ok, maintenant qu'on prend tous les fruits faciles, on va aller chercher des fruits qui vont être un peu plus difficiles à cueillir. On enchaîne sur la partie 7, optimiser les pages clés de votre boutique. L'expérience démontre qu'on a toujours des fruits faciles à aller chercher quant à l'expérience utilisateur de votre boutique en ligne. On utilisera alors notre outil d'analytics préféré, pour ma part Google Analytics 4, afin d'identifier les points de blocage, de friction sur votre shop. De manière générale, on commencera toujours par aller au plus près de l'argent, c'est-à-dire à la fin du parcours d'achat, pour remonter vers le début. Dit autrement, on partira du processus de checkout pour ensuite revenir vers les fiches produits, les pages de catégorie, la fonction de recherche interne. D'accord ? Donc ça, c'est un framework qui est hyper important. De la même manière qu'on commence toujours par ce qui marche, on va aller toujours sur les fruits faciles en premier, dans une démarche d'optimisation de votre boutique et d'analyse de où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce que je peux débloquer la situation et tout de suite récupérer le plus d'argent possible. Eh bien, généralement, c'est tous les gens qui ont vu des produits qui les ont ajoutés au panier, entre le moment où ils ont ajouté au panier et le moment où ils achètent, là vous allez avoir une déperdition, c'est normal et naturel. Et le but du jeu, à travers un outil d'analytics notamment, ça va être de réduire le plus possible le gap entre ceux qui vont jusqu'au démarrage du checkout et ceux qui vont finir effectivement la vente. Donc les fruits faciles se situent ici. C'est dans le cadre de Manda Analytics, parce que comme je l'expliquais précédemment, je fais de la prestation, certes sur la partie campagne publicitaire, gestion de campagne publicitaire, le plus souvent à la performance, parce qu'on est sûr de nos méthodes, on est sûr de ce qu'on fait, et on est sûr de choisir les clients avec lesquels il y a du potentiel pour aller développer une activité. Ça, c'est un premier pôle de prestation chez nous, mais il y a aussi le deuxième pôle de prestation qui va être lié à tout ce qui va être analytics, mesure, compréhension de ce qui se passe sur un site, amélioration de l'expérience utilisateur et de manière générale, amélioration du taux de conversion. Et du coup, les fruits faciles, dans ce contexte de prestation-là spécifiquement, les fruits faciles se situent vraiment dans l'entonnoir de vente. C'est à cet endroit-là où tout ce qu'on va récupérer et toutes les personnes qui ont commencé le processus mais qui ne vont pas au bout, si on arrive à faire monter ça, c'est de l'argent direct qui rentre dans les caisses de l'entreprise immédiatement. Donc on commence par ça et ensuite seulement, une fois que tous les fruits faciles sont pris ici, alors on peut commencer à aller se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe en termes de découvrabilité des produits, qu'est-ce qui se passe en termes de processus de vente sur la fiche produit. Est-ce que mes fiches produits sont vraiment optimales? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour convaincre les gens d'acheter chez moi et d'acheter ce produit? Donc, vous voyez, d'abord les fruits faciles et ensuite on remonte. Processus de checkout en premier et ensuite on remonte vers les fiches produits, les pages de catégorie, les filtrages dans les pages de catégorie, la pertinence, la performance du moteur de recherche interne pour bien trouver les produits. Ça vient dans un deuxième temps. Cela nécessite évidemment un tagage précis de votre boutique et des compétences en analyse de données entonnoir pour comprendre où est-ce qu'on a une opportunité. Exemple, je perds 40% d'utilisateurs entre le démarrage du checkout et la finalisation de la commande. Si vous baissez ce taux, ne serait-ce qu'à 35%, c'est une hausse immédiate du taux de conversion et donc de la rentabilité de votre acquisition, toutes sources de trafic confondues. Effectivement, si on améliore de ne serait-ce que 5 points le nombre de personnes qui font le démarrage du checkout et qui vont finaliser la vente, ça va avoir un impact positif sur toutes les sources de trafic, pas seulement sur les campagnes Google Ads. C'est vraiment quelque chose qui va optimiser l'acquisition au sens large et c'est pour ça que pour nos clients, dans un contexte de prestation e-commerce, on va systématiquement avoir les deux choses en parallèle. Comment j'optimise les campagnes et je développe et je vais chercher toujours plus de manière rentable en acquisition, mais en parallèle, comment je fais pour améliorer le site en même temps, c'est vraiment les deux jobs qui sont à faire en même temps, et que, au fur et à mesure, la performance de mes campagnes augmente aussi, parce que la performance de mon site augmente en parallèle, parce que les deux travails sont faits conjointement. On va terminer cette formation stratégique e-commerce gratuite par la partie 8 pour aller plus loin. Donc cette formation stratégique, elle vous a dit ce qu'il fallait faire, mais elle ne vous a pas montré comment le faire.
Alors certains d'entre vous pourront voler de leurs propres ailes avec toute la valeur qui a été délivrée dans cette formation gratuite, et vraiment tant mieux, vraiment. Pour d'autres, ça ne va pas suffire et ils voudront voir étape par étape comment mettre en place, et c'est là qu'interviennent nos formations payantes. Dans celle-ci, on vous montre étape par étape comment faire les choses. Vous n'avez qu'à faire en même temps que ce qui est montré en vidéo. Et le plus important, c'est vrai que les interfaces changent sans cesse et que vous pouvez trouver sur YouTube gratuitement. Il y a de fortes chances que ce soit obsolète en quelques semaines, quelques mois. L'avantage et l'intérêt aussi, un des intérêts forts de payer nos formations payantes, c'est la garantie d'avoir des mises à jour en continu. Donc c'est vrai que désormais, dans le nouveau concept de formation 2024, déjà, je ne suis plus tout seul à faire les formations, on est 3, donc ça permet de faire 3 fois plus de contenu, 3 fois plus de mises à jour, 3 fois plus de nouvelles formations. Et on a mis en place des systèmes qui permettent aux membres de la communauté de pouvoir nous indiquer quand une vidéo n'est plus à jour, et même de pouvoir gagner quelque chose dans le fait de nous informer. En fait, voilà, pour nous, c'est très compliqué de pouvoir aller regarder toutes les vidéos tout le temps de toutes les formations pour s'assurer que c'est à jour. Mais puisqu'on a plus de 1000 élèves aujourd'hui qui gravitent autour de nos formations et que eux regardent les vidéos encore et encore, finalement pour eux, c'est pas difficile de pouvoir nous signaler, nous dire tiens, ce que je vois dans mon écran actuel et ce qui est dans ta vidéo, là, c'est plus tout à fait la même chose, celle-là, faut la mettre à jour. Et grâce à ce système de veille et au fait qu'on soit 3 maintenant, dans ce concept de formation 2024, la mise à jour des étapes par étape, c'est vraiment un des focus principaux, de manière à pouvoir garantir qu'à 95% du temps, on a des interfaces à l'écran qui seront les mêmes que vous verrez dans les vidéos. Il y a un autre truc, c'est mon cas est spécifique, j'ai besoin d'accompagnement. Donc c'est vrai que cette formation stratégique, elle vous dit ce qu'il faut faire de manière générale, mais pas ce qu'il faut faire spécifiquement dans votre cas à vous. Certains d'entre vous pourront voler de leurs propres ailes grâce à la valeur délivrée dans cette formation gratuite, et ils vont adapter ce contenu qui est quand même générique à leur cas particulier. Mais pour d'autres, ça va être compliqué de transformer l'information générique à un cas particulier, et ils vont avoir besoin de validation, ils vont avoir besoin de poser des questions, et c'est là où interviennent en marge de nos formations, parce que bien sûr, on a aujourd'hui plus d'une centaine d'heures de formation dédiées à tout ce qui va être publicité Google, mise en place de tracking, analyse de données, optimisation. Tout ça, c'est bien, c'est de l'e-learning, c'est des vidéos, c'est important, c'est clairement une des grosses pierres de notre offre, mais il n'y a pas que ça. Prendre des formations chez nous, c'est pas seulement s'enfiler des heures et des heures de vidéos, c'est aussi être accompagné au quotidien sur Discord avec quasiment 1000 apprenants et professionnels. On est aujourd'hui la première communauté francophone dédiée au SEA et au tracking, et vous allez pouvoir poser toutes vos questions au quotidien et obtenir des réponses. J'ai aussi une équipe de 4 personnes qui répond à toutes les questions au quotidien, de manière à ce que vous puissiez justement être accompagné. Et puis au-delà de ce Discord Premium, qui est en marge de toutes nos formations payantes, il y a aussi une option supplémentaire, les coachings collectifs hebdomadaires, ce qu'on appelle les bootcamps. Ça vous permet d'avoir 2 heures d'échange en live chaque semaine avec des professionnels, avec les mentors experts qui travaillent pour nous dans nos formations Blaise et Bruno. Et là, vraiment, vous pourrez parler de vos problématiques à vous, très spécifiques. Sachez que chaque participant du bootcamp signe un NDA, donc ce qui est dit dans les bootcamps reste dans les bootcamps. Et là, c'est vraiment du brainstorming collectif, du coaching collectif, où tout le monde participe pour aider une problématique, une personne spécifique à se dépatouiller. Donc ça, c'est vraiment une option additionnelle en marge des formations. C'est un tout petit forfait, ça coûte pas cher, c'est un petit abonnement que vous pouvez prendre et vous pouvez avoir 2 heures en collectif de live chaque semaine pour pouvoir aller plus loin et justement appliquer à votre situation spécifique ce que vous pouvez avoir appris de manière un peu plus générique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin d'exemples, de cas concrets? Parce que là, on l'a vu, cette formation, elle vous dit ce qu'il faut faire de manière générale, mais je ne vous ai pas vraiment donné d'exemples ou de cas concrets très spécifiques. Et c'est vrai que plus une notion, elle est mise dans des exemples et des cas spécifiques, plus il va être facile de l'assimiler et de la comprendre. Donc, certains d'entre vous, encore une fois, n'auront pas besoin d'exemples pour bien comprendre la valeur gratuite qui a été délivrée dans cette formation.
Mais pour d'autres, il va falloir que la notion elle soit appliquée dans des contextes variés pour bien comprendre et assimiler. Et c'est vrai que dans nos formations payantes, l'accent il est mis sur les exemples et les mises en application réelles à travers de nombreux cas clients anonymisés. Soit dit en passant, ça c'est pas une nouveauté du nouveau concept de formation 2024. Ça c'est déjà un des points extrêmement fort, un des bénéfices énormes qu'on propose dans nos formations et pour lesquels elles ont été reconnues et elles sont perçues comme étant les meilleures dans le domaine de l'acquisition avec Google et du tracking parce que justement, il y a à la fois bien sûr des enseignements, mais il y a toujours des mises en application basées sur des cas clients réels mais anonymisés. Et ça, c'est vraiment une vraie plus-value dans les formations telles qu'on les a toujours faites. Depuis le premier jour, ça a toujours été intégré. Et évidemment, du fait que c'est un point très très fort chez nous, c'est quelque chose qui a été conservé, qui va être même amplifié dans le nouveau concept 2024. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, quand vous vous inscrivez à une formation chez nous, dans la plupart des cas, il y a un NDA qui va être exigé. On n'est pas sur de la formation théorique. On est vraiment sur du très concret et du retour d'expérience. Vous voyez, il y a à la fois l'aspect théorique, il y a aussi l'aspect pratique, il y a l'aspect méthodologique, il y a l'aspect retour d'expérience, cas client concret, réel. Et ça fait une énorme différence. Un autre problème que vous pourriez avoir, c'est besoin de pratiquer, mais vous n'avez pas encore les clients pour le faire. Donc c'est vrai que cette formation stratégique, elle vous dit ce qu'il faut faire, mais si vous n'avez pas de clients ou si vous débutez, ça peut être difficile. Vous pourriez vouloir vous entraîner avant de tirer à balles réelles pour gagner confiance en vous et vraiment vous sentir en contrôle. Alors évidemment, les plus audacieux pourront se lancer sans filet et se dire j'ai confiance en moi, je vais me démerder, je vais trouver, même si je ne sais pas, je trouverai. Et puis pour d'autres, ce sera plus rassurant de pouvoir s'entraîner dans un bac à sable, entre guillemets, avec la possibilité d'avoir confiance pour se lancer ensuite. Donc c'est pour ça que dans le nouveau concept de formation 2024, on intègre des exercices et des corrections. On permet et on facilite la création de groupes de travail entre élèves d'un même niveau qui devraient travailler sur des problématiques similaires. Et on est en train de mettre en place des relations entre les entreprises et les étudiants pour que des entreprises choisies qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre une agence ou un freelance et qui seraient OK pour que leur compte soit géré par un apprenant, on est en train de mettre en place des relations entreprises-étudiants sur la base de ce modèle-là, un peu comme le font la plupart des grandes écoles, en fait, où finalement elles ont des entreprises partenaires dans lesquelles les élèves peuvent aller pratiquer. Là, c'est un peu pareil, c'est un peu de dire, OK, l'élève a un niveau suffisant pour être capable de commencer à pratiquer. En face, on a une entreprise qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir prendre une agence ou un freelance, mais qui aimerait bien profiter de l'expertise de l'apprenant. Et finalement, c'est une victoire pour tout le monde. Et du coup, voilà, pour ceux qui d'entre vous aimeraient pratiquer, mais n'ont pas de clients pour le faire, ou alors aimeraient se tester avant de lancer un business et de faire par eux-mêmes leur publicité pour leur business, sachez qu'on est en train de développer toutes ces choses-là qui vous permettent de pratiquer avant de pouvoir vous lancer dans le grand bain. Un dernier mot sur les financements. Aujourd'hui, on est dans de la formation professionnelle et bien que vous puissiez acheter toutes nos formations sans bénéficier de financement, vous pouvez les acheter sans problème, avec des paiements en plusieurs fois, avec pour certains de l'abonnement mensuel pour limiter les coûts chaque mois. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez du crédit sur votre compte CPF, si vous êtes salarié d'une entreprise, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, vous avez la possibilité de faire financer nos formations au CPF ou par Calliope. Enfin, pour arriver gentiment à la fin de cette dernière partie, sachez qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une transition de carrière. Vous trouverez dans nos programmes tout ce qu'il faut pour apprendre quand vous êtes vraiment débutant et aller jusqu'à un niveau très très avancé. Nos cursus proposent des formations commerciales en parallèle des formations métiers pour vous aider à vous lancer en freelance ou même démarrer votre agence. Outre du e-learning, on propose plusieurs options de coaching, soit du coaching collectif, j'en ai parlé précédemment, c'est le bootcamp, soit du coaching individuel où vraiment on va pouvoir prendre du temps ensemble en one-to-one et brainstormer, réfléchir et vous aider à développer votre business ou les campagnes pour vos clients si vous êtes consultant. Donc on a vraiment plus ou moins toutes les options possibles et inimaginables pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis, j'en ai parlé brièvement en tout début, je reviens un peu là-dessus sur notre programme d'incubateur 2.0 qui vous permet de passer une certification et de recevoir des clients en apport d'affaires ou des clients qu'on travaille en tandem. Finalement, vous voyez, vous pouvez arriver en étant grand débutant, vous avez des formations au début très théoriques, ensuite produits avec des cas concrets, ensuite méthodologiques, ensuite commerciales pour pouvoir vous lancer en tant que freelance ou
monter votre agence. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez travailler avec nous, soit en délégation sous forme d'un apport d'affaires, soit sur des gros clients en tandem, puisque nous, on travaille aussi des gros clients sur la base d'une équipe qu'on constitue. Et on se sert bien sûr des meilleurs éléments repérés dans nos formations, sur le Discord, dans la participation au quotidien. Ça devient ensuite des partenaires certifiés Blaise et Bruno, avec qui on travaille des clients en tandem. Et puis une petite stat qui est intéressante juste pour la route, c'est qu'en 3 ans, on a aidé plus de 300 freelances à se lancer et à vivre de leur activité dans les 9 mois qui suivent en moyenne. On avait fait un sondage là-dessus, ça devait être l'an dernier, et globalement, on avait à peu près un tiers de gens qui vivaient de leur activité au bout de 3 mois, 2 tiers au bout de 6 mois, et à 9 mois, on était à 100% des gens qui vivaient de leur activité et qui ont suivi des formations commerciales. C'est important de préciser ça. Là, clairement, derrière ça, cette stat, elle est tirée de notre formation L'Accélérateur, qui est la formation commerciale par excellence chez nous pour savoir comment lancer son activité de freelance, monitorer son taux horaire, le faire monter, faire des offres, voire faire des offres à la performance. Il y a tout un tas de templates qui vous sont donnés, des offres réelles qui sont disséquées, étudiées. Il y a eu des calls clients anonymisés qui ont été des calls de prospection, des calls des update meetings. Tout ça, ça a été filmé, anonymisé et ensuite analysé et diagnostiqué pour vous. Donc ça, c'est dans la formation L'Accélérateur. Et l'incubateur 2.0 sera accessible aux gens qui seront passés par l'accélérateur chez nous. Donc aujourd'hui, il y a l'accélérateur pour Google Ads. Donc là, je me mets au niveau du cursus complet. L'accélérateur pour les freelances, là, c'est vraiment la formation commerciale pour les freelances Google Ads spécifiquement. Et dans les cursus GA4, on a aussi, celui-là, il n'est pas encore sorti, il va sortir premier ou deuxième trimestre 2024, un accélérateur pour les consultants en tracking. Et là, c'est pareil, une fois que vous aurez fait l'accélérateur pour les consultants, vous deviendrez éligible pour bosser avec nous en incubateur 2.0. Donc, pour finir là-dessus, voyez comment dans ce nouveau concept de formation 2024, on a passé énormément de temps et beaucoup de réflexion à constituer des cursus cohérents et complets de A à Z. Et vraiment les catégoriser en fonction que ce soit des formations très méthodologiques, plutôt produits plus cas pratiques ou plutôt théoriques. Donc voilà pour la partie GA4, voilà pour la partie Google Ads. C'est Google Ads au sens quand même assez large, puisqu'on va avoir ici des formations méthodologiques pour les petits comptes. Ici, ça, c'est plus la formation méthodologique pour des comptes à partir de 2500, 3000 euros de dépenses par mois. Là, on est plutôt sur des comptes entre 500 et 1500. Là, c'est typiquement une formation qui est parfaitement adaptée, une formation métier pour les gens qui se lancent en freelance et qui, pour l'instant, touchent des petits comptes. La suite logique, quand on a fait celle-là et qu'on commence à avoir des comptes plus élevés, c'est d'aller sur celle-là. Ça, c'est une formation qui n'existe pas encore. On a une partie de ça à l'intérieur du tremplin. L'idée, c'est d'en faire une formation vraiment spécifique. On a la formation émulation CRM. Celle-là, elle est déjà existante, mais pour l'instant, elle est que dans l'abonnement. Elle n'est pas encore vendue à l'unité. Elle va être enrichie, complétée, et elle sera accessible dans le premier semestre 2024. On aura aussi une formation sur les CRM connus. Et j'aimerais bien faire une formation sur le call tracking aussi, peut-être que ça vaut la peine que je l'ajoute à ce cursus-là, parce que le call tracking, il y a certains business où c'est vraiment que au téléphone que ça se passe, et le call tracking, c'est vraiment une arme incroyable pour pouvoir optimiser les campagnes et aller beaucoup plus loin. Notre formation, l'accélérateur, et puis on a commencé seulement à réfléchir à un cursus GTM. Alors pour l'instant, c'est pas encore complet. À mon avis, il manque 1 ou 2 formations là-dedans. Mais on aura une formation gratuite d'1 heure, 1h30 qui va arriver probablement d'ici la fin de l'année. On aura une formation socle de premier niveau, plutôt produit avec des cas pratiques. Ensuite, on aura une formation qui sera un espèce d'équivalent d'accélérateur. Ça, c'est vraiment une formation plutôt méthodologique pour les consultants en tracking, avec pas mal de choses déjà assez avancées là-dedans et beaucoup de use cases. Et puis on aura aussi une formation qui sera très avancée sur l'aspect server-side. Donc voilà globalement ce que je voulais vous présenter et comment vous pouvez aller plus loin avec nous à travers toutes ces formations, tous ces cursus qui peuvent vous prendre de 0 à héros, voire même vous accompagner sur l'aspect commercial, vous aider à travailler des clients avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer cette formation gratuite. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a amené de la valeur. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, des remarques. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou une prochaine formation.